Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Magali Vialfond et Yuan Lebert et nous avons le privilège de les avoir avec nous pour cette journée thématique sur créativité et handicap. Magali et Yuan, je vous laisse la parole pour vous présenter. Bonjour à tous et merci pour ce petit moment de méditation qui a précédé. Alors, je vais me présenter, je suis musicienne et pédagogue et depuis 1971, j'ai longuement travaillé auprès d'élèves en situation de handicap. Et comme j'étais passionnée par ce travail, eh bien, j'ai petit à petit complètement investi mon action dans ce domaine, tout en n'oubliant pas les personnes valides, car la musique est à tous. Et j'ai travaillé d'une part à l'INSHEA, qui est un institut supérieur de formation et de recherche, et d'autre part à l'association MESH, que j'ai créée en 1984, donc il y a quelques années, MESH qui signifie musique et situation de handicap. Et donc, on parlera des actions de cette association tout à l'heure, mais je laisse la parole à Yoann pour qu'il se présente. Oui, bonjour, moi je suis musicien, je joue de la flûte traversière et compositeur. Alors après une formation classique qui aurait pu m'amener sur les rails de ce qui se pratique toujours dans pour la création de musique qu'on appelle classique peut-être à tort. J'ai eu envie d'explorer d'autres langages musicaux, le jazz, à travers aussi d'autres instruments comme le saxo et puis d'autres types de flûtes traditionnelles. Et puis, petit à petit, un peu par le hasard des choses, j'ai été amené à être compositeur, un peu auteur-compositeur, comme on dit, pour des chanteurs, flûtiste-compositeur pour les groupes dans lesquels j'ai joué, qui ont été, il se trouve au fil du temps, des musiques qu'on appelle à certains moments qui étaient de fusion, à d'autres moments, bon, c'était autre chose. Donc, en gros, ce que j'ai aimé dans mes créations musicales, c'est de décloisonner les différents styles musicaux entre eux et puis de les faire se réunir, ou du moins de faire réunir des musiciens de différents styles. Et en particulier, on aura l'occasion d'en parler au cours de ce moment passé ensemble. Mais ce qui m'a peut-être une des choses qui m'a le plus intéressé dans cette carrière musicale, dont le fond était peut-être le décloisonnement des musiques, a été les réalisations que j'ai faites avec Mesh en particulier, qui ont décloisonné non seulement les différents styles de musique, mais aussi les personnes valides et les personnes en situation de handicap. Voilà. Alors, je vais peut-être dire quelques mots sur l'association MESH. Son objectif, c'est de permettre l'accès de la musique à tous. Et donc, pour avancer cette question de l'accès à la musique, de l'accessibilité de la musique à tous, nous avons développé un certain nombre d'actions à MESH, donc des ateliers musicaux avec des personnes handicapées, et puis aussi des enquêtes, l'accompagnement de professionnels au sein d'institutions spécialisées, et puis des recherches-actions. Donc, les partenaires avec lesquels nous travaillons se situent dans le champ de la culture, du médico-social, et puis aussi parfois de l'éducation nationale. Alors, c'est entre 1988 et 2003 que nous avons abordé cette question de la création par et pour les personnes handicapées. Ce propos, il a été travaillé successivement à travers 4 projets que nous avons conduits et que vous pourrez suivre, puisque nous allons vous présenter des petites séquences qui témoignent de ces projets. Et ça vous donnera comme ça un aperçu des différentes facettes de ce travail de création qu'on peut entreprendre avec des personnes handicapées. Alors, d'abord, je voudrais dire quelques mots sur comment et pourquoi on en est venu à travailler cette question de la création avec les personnes handicapées.
Eh bien, c'est parce que, en fait, j'intervenais depuis quelques années dans un institut spécialisé auprès de jeunes enfants en situation de handicap moteur. Et donc, je suivais ces élèves d'année en année. Chaque année, il y avait des projets nouveaux. Puis, il est arrivé une année où les élèves ils grandissent. Et les institutions, elles ont des limites d'âge. Et j'ai vu venir le fait que il y avait un groupe d'élèves que je n'aurais plus l'année d'après parce qu'il avait atteint l'âge de 16 ans et qu'à 16 ans, ces jeunes, eh bien, ils vont dans d'autres lieux. Donc, je me suis dit, mais on a travaillé, on a fait un bout de chemin ensemble. Quel projet je vais faire cette année pour, je dirais, peut-être signer ce chemin qu'on a fait ensemble. Et effectivement, tout naturellement, qu'est-ce qui est venu? C'est l'idée de faire un spectacle avec une présentation publique. Ce qu'on n'a jamais fait, parce que dans les institutions, il faut dire, c'était en 88, 1988. À cette époque-là, eh bien, souvent, les jeunes, on ne les voyait pas dans la rue autour de nous. Ils étaient dans leurs institutions, ils ne sortaient pas. Et alors qu'à l'école publique, il y avait des jeunes qui faisaient des spectacles, il y avait des projets de spectacles dans les lieux publics avec les écoles ordinaires, eh bien, dans les institutions, ça n'existait pas. Et je me suis dit, ils ont le droit à tous, comme les autres, de réaliser cela. Et c'est pour ça que je suis partie sur cette idée de réaliser une création publique avec eux. Donc, il s'agissait de ne pas les laisser partir sans leur donner l'occasion d'avoir vécu un projet musical de dimension publique. Et puis aussi, de travailler sur une situation qui pouvait être valorisante pour eux. Montrer qu'ils étaient capables, peut-être autrement capables, mais qu'ils étaient capables, parce que le regard qu'on avait sur eux souvent, c'était de dire mais vous voyez ces personnes-là, c'est pas possible qu'elles fassent de la musique. La musique, ça demande des tas de compétences. Quand on est en situation de handicap moteur sévère, comment peut-on faire de la musique? Donc, je me suis dit qu'il y avait un enjeu derrière cette création et que peut-être que comme ça, le public verrait que la musique, elle est pour tous et que chacun peut donner à entendre des musiques et qu'il n'y a pas on n'a pas à classer les musiques. Donc, on est parti sur ce projet. J'ai longuement réfléchi aux objectifs pédagogiques qu'on avait. Et il y a une idée qui m'est venue, c'est que souvent, justement, quand on aborde des styles musicaux, certains styles musicaux comme la musique classique, eh bien, quand on la fait découvrir à des personnes en situation de handicap, on sait que, bien entendu, il y a des aspects techniques qui sont difficiles à dépasser pour ces personnes. Donc, on leur fait découvrir ces musiques toujours en écoutant ces musiques. Écoutez ces musiques qui existent. Il y a la musique classique, il y a la musique comme ci, il y a la musique comme ça. Mais finalement, elle ne leur appartient pas. Et alors, je me suis dit, si, il va falloir qu'elle leur appartienne. Donc, je vais faire commande à des compositeurs ou à un compositeur, j'ai proposé à Yuan, d'une écriture, d'une partition, ce que j'appellerais ouverte, où l'enjeu, c'était de faire se mettre en rencontre un groupe de musiciens amateurs et un groupe de musiciens professionnels pour réaliser une œuvre à caractère classique. Et donc, c'est comme ça que Yuan est rentré, je dirais, dans nos projets. Et ça a abouti à l'écriture d'une partition qui s'appelle XI. Alors, pour l'anecdote, ça veut dire Xavier et Yuan, parce qu'ils ont été deux à participer à l'écriture. Donc, c'est une œuvre écrite pour quatuor de flûte et structure sonore Bachet. Yuan vous en parlera tout à l'heure. Cette partition, elle a été réalisée successivement entre 88 et 95 par différents groupes de musiciens en situation de handicap. Et la séquence que vous allez voir, c'est une réalisation qui a eu lieu donc en 1988 avec des musiciens amateurs en situation de handicap mental.
Et vous m'excuserez pour la qualité, mais à l'époque, on avait la VHS, j'ai récupéré des vieilles cassettes. Donc, vous allez voir des images qui sont vraiment pas de bonne qualité, mais ça ne retire en rien toute la musique qu'il y avait. Et donc, c'est un montage, bien entendu, hein, c'est pas tout le spectacle. Donc, on va vous donner à entendre ça. Et Yoann vous parlera un petit peu de la démarche qu'il a eue pour écrire ça après. Oui, voilà. Donc, non seulement, ouais, c'est vrai que la qualité visuelle n'est pas très bonne, la qualité sonore non plus n'est pas excellente. Et puis, bien sûr, c'est un montage, donc vous n'avez pu entendre que des extraits de cette pièce qui doit être 25 minutes environ, qui était composée de 4 mouvements. Et puis, alors, c'est vrai que là, c'est écrit pour quatuor de flûte. Donc, a priori, l'écriture était plutôt classique, entre guillemets, c'est-à-dire destinée à des musiciens professionnels, donc qui savent lire la musique, le solfège, donc écrite moitié en langage conventionnel, c'est-à-dire pour les parties métriques, des notes, des clés de sol, des dièses, des bémols, etc. Tout ce qui forge l'écriture du solfège classique, mais aussi une partie pour tout ce qui est thème sonore, y compris pour le quatuor de flûte, des écritures moins conventionnelles, mais qu'on trouve souvent en musique contemporaine, donc à base de dessins, de schémas. Pour les groupes qui constituaient qui ont joué ces 4 mouvements, ils avaient chacun une spécificité. Alors, on s'est partagé avec Xavier, mon collègue, ami, on s'est départagé un peu différents styles pour faire travailler soit les hauteurs, soit les volumes, soit les densités sonores, soit la sensibilité à différents timbres. Donc, chaque
mouvement avait un petit peu sa spécificité. Le dernier mouvement, qui était celui qu'on entend un petit peu là, à la fin, était le plus métrique de tous, où donc c'était plutôt réservé, entre guillemets, aux participants qui avaient le moins de problèmes pour jouer de la musique métrique. Et les trois premiers mouvements étaient vraiment beaucoup plus partagés entre ceux qui pouvaient jouer métriquement, soit pour des raisons de conceptualisation de la musique, soit parce qu'ils étaient aussi capables de le faire physiquement, et puis aussi beaucoup d'entre eux, à travers un langage pas du tout classique dans le sens du terme solfégique, mais ouvert au traitement des masses sonores. En ça aussi, le choix qui nous a été proposé, je ne sais plus dans quel sens ça s'est fait, mais le choix des structures sonores Bachet, que peut-être certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, ce sont des instruments, là c'est le matériel pédagogique, parce que Bernard Bachet est connu aussi pour son cristal, son orgue de cristal, qui lui est utilisé de façon plus conventionnelle, qui est un clavier avec 5 octaves chromatiques qui fait des notes. Mais tout cet instrumentarium pédagogique, il est vraiment intéressant pour faire de la musique avec des gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas étudié ni la technique ni le solfège. Ça permet d'avoir des sons de qualité, des sons qui sont résonnants. Alors certains sont très se rapprocher de xylophone ou de métallophone ou autre, mais beaucoup ont des sons nus qui sont très, très riches harmoniquement, des sons de cordes aussi. Donc, il y a tout un panel, tout un éventail de sons qui, traités en termes de masse sonore, peuvent permettre à un auditeur moyen, pas forcément ouvert d'ailleurs à la musique contemporaine, de constater que le résultat sonore est musical, est audible et même peut être source de plaisir et de bonheur pour l'écoute. Alors, donc en ça, c'est vrai que cette commande de partition ouverte, puisqu'on parlait de créativité, c'est un bon aiguillon pour se forcer à être créatif, parce qu'on est forcé en tant que partition ouverte, donc qui était destinée aussi bien au départ à être jouée par des élèves dans le conservatoire, qu'ils soient débutants ou bien qu'ils soient de niveau plus élevé, de pouvoir jouer cette partition, de même que ça pouvait être jouable par des enfants dans une institution où il y a beaucoup de polyhandicapés, par exemple, ou de personnes malentendantes. Donc, la partition devait être ouverte à tout le monde et permettre à tous ces publics différents de pouvoir s'emparer de la partition pour en faire l'objet musical qui était le spectacle mis en œuvre. Alors, donc, c'était pour du point de vue créativité, ça oblige à trouver d'autres langages d'écriture, et aussi, pour l'auteur, ça les oblige à être créatifs, c'est-à-dire à accepter, à entendre et à s'approprier une musique pour laquelle certains n'ont pas l'habitude d'entendre. Il faut dire que quand on est musicien dit classique, ce qui veut dire ayant appris des instruments comme la flûte traversière, le violon, tout ce qui forme l'orchestre symphonique, en fait. Maintenant, on est confronté, je dis non pour tout ce peuple de musiciens, à déjà une ouverture qui est culturellement très étendue, puisque ça peut être, pour l'improvisation, le jazz a beaucoup développé le fait de ne pas être rivé sur une partition, forcément, en particulier le free jazz, qui a aussi dépassé la métrique et puis même la hauteur des sons. Et en musique dite classique, donc les musiciens de l'orchestre symphonique classique, on a l'habitude d'avoir vu évoluer l'esthétique de la musique, à l'instar de la peinture, ce parallèle qui était une déconstruction de tous les langages précédents. Donc, pour la musique, c'était déconstruction de la mélodie, déconstruction des rythmes, y compris déconstruction des timbres sonores. Les timbres de l'orchestre symphonique classique, bon, ils sont un petit peu comme un synthé. C'est les flûtes, les violons, les cuivres, les cordes frottées, le piano, etc. Et en musique contemporaine, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, bien que ce soit des instruments dits classiques, on travaille beaucoup sur les masses sonores.
Donc, par rapport à cette partition, je vais vous montrer quelques exemples J'ai retrouvé cette partition d'époque, donc. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est juste un petit exemple de l'écriture. Alors ça, par exemple, c'est pour le premier mouvement. Alors ça, c'était l'écriture des flûtes. Donc, il y avait des structures temporelles qui étaient représentées par des lettres. Et puis, ça, c'était l'un des groupes qui jouait. Donc, on voit ici, ça représente les intensités, par exemple. C'était crescendo. Et puis là, pour les instruments qui étaient destinés à être frappés, on voit que les impacts se resserrent. Et puis, et au milieu, c'est le silence. Et il y a la structure C, il y a l'élément C, donc des flûtes, qui est au-dessus, qui vient se greffer. Et après, on a la même masse sonore qu'au début, qui est décrescendo. Alors, toute cette séquence, ça dure à peu près 1 minute 30 environ. Bon, c'est un exemple. Là, ça va être un petit peu long, mais en fait, c'était le même principe. C'est le même principe pour les différentes créations qu'on a faites. Ça, c'est un autre exemple de partition pour les groupes de structure Bachet. Alors, toujours avec le même principe, de relier la forme et le son. Donc, d'avoir une interprétation sonore de quelque chose qui est visuel. Alors, ça peut paraître pour les musiciens dits classiques, ils ont quelquefois du mal, mais quand il s'agit d'enfants ou d'élèves ou de personnes qui n'ont pas été, disons, pas polluées, mais qui n'ont pas été trop formatées par la représentation qu'on se doit de jouer une partition écrite et qu'elle soit absolument conforme à ce qui est écrit, ça laisse une grande liberté, aussi bien pour l'exécutant qui peut facilement, on l'a constaté, s'approprier le côté visuel pour le transposer en sonore sur l'instrument quand il venait d'apprivoiser. Ces élèves, ces groupes d'élèves, certains travaillaient depuis un certain temps avec leur animateur, donc il y avait déjà une bonne connaissance, une bonne pratique de la musique, mais d'autres la découvraient quasiment. Et bon, donc c'était très intéressant de voir que effectivement cette musique pouvait être aussi bien jouée par des gens qui la découvraient depuis très peu de temps que par des gens qui avaient déjà une pratique un petit peu, qui avaient déjà l'habitude de jouer ces instruments. Voilà, que dire d'autre? Oui, c'est que pour nous, musiciens classiques, en particulier par rapport à cette première création, il faut s'habituer aussi à savoir improviser, parce que l'inattendu vient très vite, que ce soit pour des raisons comportementales ou des raisons instrumentales, ou bien un manque de discipline, entre guillemets, où tout d'un coup quelqu'un oublie la partition et se met à faire autre chose. Donc c'est vrai qu'en termes de créativité, c'est amusant, c'est ludique. Je pense que tout le monde s'amuse, aussi bien les musiciens dits professionnels que les élèves, qu'ils soient valides ou en situation de handicap. Voilà, pour cette partition, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Voilà. Bon, de toute façon, si vous avez des questions à poser à la fin, je crois qu'il y aura un temps pour ça. Il y a déjà une question de Samantha qui dit: les animateurs, comme vous dites, étaient des chefs d'orchestre. Enfin, c'est une question pour mener la création musicale. Alors, oui. au sein. Vas-y. Oui, Magali, peut-être que tu te souviens moins de moi, mais mieux que moi, mais il me semble que je me souviens plus très bien parce qu'entre les différents spectacles, les différentes créations auxquelles j'ai participé, que vous allez voir, certains groupes étaient dirigés par un chef d'orchestre, entre guillemets, mais il me semble que dans le cadre de ce XI, c'était au sein de chaque groupe, l'un des je ne sais pas comment les appeler, pas forcément des jeunes, ils n'étaient pas forcément jeunes, ou des élèves, l'un des participants qui était désigné chef d'orchestre et donc qui dirigeait son groupe. Je ne sais pas si c'est ça, Magali, si tu te souviens mieux que moi. Alors, dans le travail pédagogique, oui, on a eu l'occasion de les faire diriger. Après, le jour du spectacle, ça dépendait parce qu'il y en avait qui redoutaient le fait de diriger. Et donc, ça dépend vraiment disons, du groupe
et des personnes qui composent ce groupe. Mais c'est vrai qu'on essaye beaucoup que dans la création, les différents postes de musiciens, entre chef d'orchestre, musiciens, instrumentistes, ça tourne et qu'on puisse permettre à chacun de faire cette expérience-là. Ça n'empêche qu'il y avait, en tous les cas pour XI, on travaillait avec peut-être plusieurs groupes, mais d'une même institution, et je dirais un musicien intervenant qui suivait le travail régulièrement avec les jeunes. Hein. C'était des musiciens intervenants. Là, en l'occurrence, ce groupe-là, c'était un groupe que j'avais qui était dans un centre d'aide par le travail. Et ce groupe avait un atelier musique dans le cadre de leur temps libre. Chaque semaine, ils avaient 1 heure, 1 heure et demie de temps dédié libre où ils pouvaient faire une activité. Et maintenant, ce sont des ESAT, ça s'appelle, voilà. Mais et ce temps libre était voué à une activité. Ils pouvaient choisir de travail plastique ou musical, et ils s'inscrivaient pour l'année à une activité. Voilà. Donc, on ne voit pas là le groupe dont je vous avais parlé au début, qui a été le premier groupe avec qui on a joué, qui était des jeunes en situation de handicap moteur, qui nous a amenés à faire le travail de création. Là, c'est un autre groupe. Hein. Voilà. Donc, on était partenaire à chaque fois pour ce travail de XI. On était partenaire d'une institution pour travailler sur une année scolaire avec cette institution autour de ce projet. Alors, quelquefois, ça se prolongeait parce qu'on nous demandait de jouer et de rejouer dans le cadre de festivals ou quoi, ce qui fait que, du coup, le projet durait un peu plus qu'une année parce qu'on était amené à se déplacer pour aller rejouer dans différents lieux publics. Alors, je vous propose maintenant de passer à la création suivante, qui a été, je dirais, un peu, qui a prolongé l'idée qu'on avait à la première création, mais où il y a eu des variantes. Donc, ça a été quelques années plus tard, hein, en 1996. On s'est dit toujours, on va garder cette idée de partition ouverte avec commande à un compositeur d'écrire une musique. Et cette fois-ci, cette partition ouverte, elle s'est réalisée avec un autre style. Mon idée était que dans le temps, on fasse plein de partitions ouvertes dans tous les styles de musique, mais on en a fait 2. Donc, on a fait, je dirais en gros, ce genre classique. Et en deuxième, on a abordé la musique celtique. Donc, c'est Yuen qui nous a suivis dans tous les projets d'écriture, qui a été le fil conducteur et qui a réalisé cette partition avec un collègue musicien. Donc, cette partition, elle s'appelle Mosaïque celtique. Et alors, la différence dans le dispositif de création et de réalisation, surtout, ça se situe là, c'est que cette fois-ci, on s'est dit, on va élargir la dimension de rencontre. C'est vrai que la rencontre entre musiciens et professionnels et musiciens amateurs, elle est très riche. Je dirais que l'un et l'autre se nourrissent mutuellement et font que les choses évoluent de par leur histoire et leur différentes. Mais là, on s'est dit, on va commander une œuvre en 4 mouvements. Et il y aura 4 groupes issus de 4 institutions différentes qui vont travailler durant une année scolaire, chaque institution ayant la charge d'un mouvement par rapport aux 4 mouvements de cette partition. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, on se retrouvait et les jeunes savaient qu'à la fin de l'année, il y aurait un spectacle public, même chose, hein, mais qu'il y aurait des répétitions, il y aura une phase de répétition où on verrait et on pourrait entendre les autres mouvements parce que chacun, on ne travaillait qu'un des 4 mouvements qui étaient écrits dans cette partition. Et puis aussi, l'autre différence, c'est que
il y avait une liberté de matériel musical, d'utilisation de matériel musical utilisé. Hein. Ça tournait beaucoup autour des percussions, mais pas seulement. Il y a eu des institutions qui ont amené d'autres instruments, ce qui fait que il y avait après, dans la réalisation de la partition ouverte, tout un travail d'adaptation qui était fait par les compositeurs avec les intervenants. Donc, chaque intervenant, du coup, il y avait des intervenants différenciés, hein, des musiciens intervenants différents dans chaque institution, avec leur caractère, ce qu'ils étaient, et qui faisait qu'il y avait un travail commun pour adapter la partie du groupe amateur de façon à rentrer dans cet esprit de cette musique celtique. Hein. Donc là, vous allez voir un petit passage filmé qui est extrait d'un film qui avait été fait par l'INSHEA pour témoigner de cette action. Le film s'appelle Mosaïque celtique. Et donc, je vous ai juste mis 2 extraits. Dans un premier temps, vous allez pouvoir comme ça voir les 4 groupes, le visage de ces élèves qui étaient à l'intérieur de ces 4 groupes différenciés. Il y avait un groupe d'élèves en situation de handicap moteur dans un IEM, un institut d'éducation motrice. Un groupe d'élèves handicap mental des jeunes qui étaient dans un IME, Institut médico-éducatif, un groupe d'adultes en situation de handicap mental qui étaient issus de la même institution qu'on a vue précédemment, et un groupe de jeunes sourds qui provenaient d'une classe de percussion qui est dirigée par Christian Guyot au Conservatoire de Suresnes, qui lui-même est un musicien professionnel sourd. Hein. Et donc, ces 4 groupes, donc vous verrez, voilà, vous aurez quelques images au début où on voit ces jeunes. Et dans un deuxième temps, je vous ai mis un passage où juste de la réunion et des échanges qu'on a, parce que c'est vrai que pour faire un travail comme ça, on est très créatif, mais pourquoi ? Parce qu'on se rencontre, parce qu'on parle beaucoup, parce qu'on échange, parce qu'on se communique ce qu'on sait. On sait tous des choses différentes et on s'apporte, on se nourrit mutuellement et puis on se questionne et il faut résoudre un certain nombre de questions. Donc, je vous ai montré le fait que ça fait partie aussi de la création, tout ce travail organisationnel et c'est pas rien. Donc, je vous laisse déclencher, faire partir la séquence. Ça m'arrive bien, En 1996, des musiciens professionnels mêlés à des formateurs musicaux décident d'engager dans la dynamique d'un concert 4 groupes d'enfants, de préadolescents et d'adultes, handicapés mentaux, moteurs et sensoriels. L'aventure commence avec la création d'une partition à 4 mouvements, composée par des musiciens du groupe Gwendal. Cette partition et la diversité des instruments adaptés contribueront à parfaire la réalisation du geste musical.
fait, le premier groupe 1, il sera plus dans les sons entretenus, plus dans les sons, longs. Le second groupe, il y aura un balafon, et puis des instruments plus secs, genre bambou bloc, ça s'appelle, dans son instrumentation. Des sons beaucoup plus percussifs. Et le troisième groupe, donc, qui lui est mesuré. Alors, ce sera les moins nombreux, sans doute. Au début, c'est plus acoustique, hein, puis plus improvisé, avec flûte, violon, mandole et guitare. Puis la dernière partie qui est beaucoup plus métrique et plus figée. J'ai commencé à travailler en rapport de cette musique. Hier, par exemple, j'ai fait une séance avec des enfants. Une partition originale, c'est-à-dire c'est pas des notes, mais j'ai fait des dessins. Par exemple, j'ai fait un rond noir, enfin plusieurs ronds noirs, plusieurs ronds rouges. Tous les ronds noirs que j'ai dessinés, enfin au simple rond, correspondent au son du grave, du tome, et les ronds rouges au son aigu de la caisse claire. Alors, nous, on a commencé, on a eu 2 séances avec chacun des groupes. Ce qu'on peut dire, c'est que les enfants ont une très bonne écoute déjà. Ils sont très participants. Ils sont, oui, très partants, participants. Et par rapport aux difficultés, c'est vrai que ça va être plus dans leur façon de jouer. D'autant plus que c'est des groupes qui n'ont pas eu de musique. On a travaillé sur la partie que tu nous as enregistrée et on a trouvé que pour le groupe qu'on a, c'est assez difficile d'entendre la pulsation parce que c'est marqué par la guitare et c'est un peu, pour eux c'est pas assez clair. D'accord. Voilà. Donc, bon, on n'entend pas la réalisation finale, mais on ne peut pas tout mettre. Donc, on voit que la présence, d'abord, vous voyez le nombre de participants qui est très nombreux. Donc, c'est important de construire et d'aider, je dirais, chaque personne et y aller progressivement, hein, pour que petit à petit, je dirais, chaque acteur et chaque musicien intègre la dimension de la création avec tous les acteurs qu'il peut y avoir. Hein. Donc, au début, je dirais, il y a juste le contact d'un musicien qui vient auprès des jeunes pour présenter et auprès bon, et ça se travaille aussi en groupe. Et puis, c'est progressivement qu'ils vont prendre conscience qu'il y a d'autres groupes qui travaillent, quels sont ces autres groupes, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont. Et petit à petit, comme ça, ils vont intégrer le fait que la musique, elle est à tous, elle n'est pas à eux, elle n'est pas qu'à eux. Et quand je dis elle est à tous, elle est aussi pas simplement à eux, élèves, mais elle est aussi elle appartient aux intervenants et aux encadrants qui les accompagnent. C'est vrai que dans le travail pédagogique, on incite beaucoup les accompagnants à être avec les enfants et faire de la musique, ne pas avoir un rôle d'observateur simplement ou de retrait ou d'aspect logistique, de gestion d'aspect logistique, mais d'être aussi avec nous dans la musique, avec, enfin, au niveau où ils ont envie d'être. Et ça, c'est important parce qu'on s'est rendu compte que du coup, ça créait un rapport différent entre les élèves et leurs accompagnants qui tout d'un coup devenaient comme eux, des élèves, qui travaillaient la musique, qui apprenaient la musique, qui donnaient leurs idées, qui pouvaient se tromper, qui pouvaient faire des erreurs et reprenaient leurs accompagnants. Et ça, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la création, on est tous en train d'apporter notre notre diamant, je ne sais pas, notre perle, notre belle petite pierre, et on va construire petit à petit l'édifice comme ça, petit à petit, en étant ensemble et non pas en ayant des positions de celui qui sait, celui qui ne sait pas.
Et ça me semble très important dans la création. Et je crois qu'on apprend beaucoup de ça et on se rend compte que de toute façon, c'est ce que disait Yoann tout à l'heure, on apprend des contraintes que nous donnent les élèves. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'usage d'un bras et qu'on ne peut jouer qu'avec un bras, quand on n'a pas l'usage des deux mains, quand on n'a pas l'usage de la parole, quand on n'a pas l'usage, eh bien, on fait avec ce qu'on est. Mais on n'a pas des incompétences, mais des compétences. Et on va regarder les compétences de chacun pour construire la musique et travailler le sonore ensemble. Peut-être que, Yoann, tu veux dire quelque chose sur la réalisation musicale, parce qu'on a réalisé avec des élèves de conservatoire aussi. Tu veux peut-être dire parler de ça? Ce qui est amusant, parce qu'on parle de créativité, c'est que cette année, dans la première année dont parlait Magali, où tous les intervenants ont travaillé pendant un an leur partition, on a réalisé à nouveau cette partition. C'est dans d'autres concerts. Et je pense que le moins intéressant de tous, c'est pas seulement mon avis, mais apparemment c'était un avis assez largement partagé, c'était que on a monté dans un conservatoire avec des élèves de 3e cycle, donc des élèves qui sont déjà de bon niveau musical, qui maîtrisent très bien leur instrument. Et c'était sans doute le concert le moins intéressant. Pourquoi? Alors que sur le plan technique, ça aurait dû être mieux, car mieux joué, car une meilleure maîtrise des instruments. Et en fait, sur le plan musical, on avait affaire à peut-être à des élèves un peu blasés. Et surtout, c'était une réalisation très scolaire. Ils s'efforçaient de bien jouer ce qui avait marqué. Ils ne s'appropriaient pas la partition. Et je pense qu'ils la sentaient moins aussi. Ils la sentaient moins bien. Ça leur procurait moins d'émotions. Peut-être parce qu'un peu blasés par trop d'études instrumentales. Peut-être parce qu'ils en percevaient moins le sens. C'était une musique moins formatée. Mais toujours est-il que c'était un concert qui était bien moins intéressant que les concerts faits avec beaucoup de personnes en situation de handicap, où là, ça devenait bien plus émotionnel et puis même sur le plan esthétique, je pense, plus intéressant. Je pense qu'il y a, avec des musiciens qui ont une grande technique, quelquefois, ils vont directement jouer la partition avec leur technique et il n'y a plus ce temps d'échange et d'appropriation de la partition et de comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment je peux m'adapter, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dedans. Moi, je pense que le temps est aussi un facteur qui joue et le travail de l'échange. Tiens, j'écoute ce que tu fais, tu écoutes, ah oui, ça, on le reprend pas, on le garde pas. Ça nous donne beaucoup de qualité parce qu'on fait le choix de matériaux sonores et pas simplement d'une réalisation technique belle sur le plan technique, mais qui, sur le plan esthétique, a perdu son âme, j'ai l'impression. Il n'y a plus d'âme. Il n'y a pas eu de temps. Et je pense aussi qu'il y a le côté ludique. Parce que le côté ludique, dans cet exemple du conservatoire, le côté ludique, je pense qu'il était vraiment absent. Il s'agissait de réaliser en vitesse quelque chose qui était pour eux facile à jouer, alors que chez les autres intervenants, il y avait un plaisir à écouter les autres, un plaisir des sons. Et je pense que ce côté ludique, c'est aussi le fait que le conservatoire, c'est peut-être trop scolaire pour les élèves, une attitude trop scolaire. Quand on est scolaire, on n'est pas dans la créativité, je pense, on est dans la convention. Il s'agit de répondre à des conventions écrites, et le côté créatif, on le demande moins, puisqu'il est déjà sur la partition. Alors, bon, ça s'est passé en 1995. Les choses évoluent, heureusement. Les conservatoires évoluent et je veux dire que il ne faut pas se dire que maintenant, on est toujours dans cet aspect scolaire. Je pense qu'il y a de grandes évolutions qui se font au niveau je dirais, de la façon d'envisager la pédagogie musicale. Après, il y a encore de tout, c'est sûr, mais et c'est sûr que l'arrivée, je dirais, dans les conservatoires
de personnes en situation de handicap fait certainement évoluer les regards et la façon d'envisager la musique pour certains pédagogues. Je dois dire que moi, personnellement, je pense que si je n'avais pas travaillé avec les personnes handicapées, je ne serais pas la pédagogue que je suis maintenant. C'est vraiment eux qui ont été mes plus grands professeurs, mes plus grands maîtres. Et ça, je crois que c'est important de saisir ça parce que je dirais que la musique ne se réduit pas à la technique, même si la technique est importante, hein, ça ne veut pas dire du tout ça, mais il faut que, en parallèle de cette technique, il y ait autant d'âme à mettre dans la musique. Et bon, c'est tout ce travail qui n'est pas facile à réaliser et comment l'aborder, c'est une vaste question. Alors, après ce travail autour de cette création de mosaïque celtique, bien, moi je me suis dit, il va falloir qu'on change notre fusil d'épaule et maintenant on va un petit peu faire les choses dans l'autre sens. On avait travaillé sur la question de la création pour les personnes handicapées, avec donc commande à des compositeurs d'écrire des partitions ouvertes. Et je me suis dit, bah, tiens, si on allait un peu dans l'autre sens. Et cette fois-ci, eh bien, on va proposer dans un premier temps un cadre de travail pour les élèves en situation de handicap et valides, hein, parce que c'est pour tous toujours. Hein. Et on va leur proposer d'écrire, enfin de chercher des idées de composition, de création, enfin de composition musicale, des idées musicales. Et c'est seulement dans un second temps que les musiciens professionnels, il y a toujours l'idée de rencontre, mais les musiciens professionnels n'arriveront que dans un deuxième temps et viendront se mettre à l'écoute de tout ce que vous avez cherché, exploré, posé comme idée. Et puis eux, eh bien, vous allez ensemble faire un spectacle, mais cette fois-ci, le point de départ aura été vous, et c'est vous qui aurez dessiné les bases du spectacle. Et les professionnels ne sont là que pour s'articuler à ce que vous avez fait, voilà, et voir, se mettre avec vous, entre vous, à voir, bon, on va voir ce que ça donne, mais cette fois-ci, on va fonctionner dans l'autre sens. Donc, c'est ce que j'appelle une écriture, non pas pour les personnes handicapées, mais par les personnes handicapées au départ. Voilà. Et le cadre de travail aussi, on l'a fait évoluer. Et cette fois-ci, on a proposé, ça a été un travail qu'on n'a pas proposé à des institutions, mais à des personnes, à des jeunes directement. On a lancé l'idée d'un séjour musical pendant l'été, qui serait un séjour de création musicale. C'était l'objectif, c'était le projet du séjour, c'était de réaliser une création. Et à l'issue du séjour, il y a toujours l'idée de présentation publique. Donc, le premier dispositif qu'on a fait dans ce sens, ça s'appelle Animuse. Mais en fait, il a été précédé d'une étape antérieure pour apporter, je dirais, un support de travail aux élèves. Et il se trouve que pendant l'année scolaire, donc, qui a précédé ce séjour de cet été, je travaillais avec des enseignants de l'éducation nationale, mais qui étaient dans des institutions spécialisées. Et j'avais rencontré une femme sourde qui est peintre. Et j'ai été vraiment subjuguée par son travail de peinture. Et je me suis dit, mais il faut vraiment faire découvrir ça à tous nos élèves. Faut qu'ils voient ce que tu fais et comment tu travailles. C'est Sybille de Monneron. Et on a donc travaillé avec 6 classes et leurs maîtres à un travail d'écriture autour de ces productions plastiques.
Donc, le propos, chaque classe venait passer une journée dans son atelier. Ils la voyaient travailler, ils découvraient toutes ses œuvres. Et avec leur maître, le maître était libre d'envisager les choses comme il le voulait. Chaque enseignant avait liberté pour concevoir le cadrage des productions écrites. Eh bien, les élèves produisaient des écrits inspirés par les peintures de Sybille. Et à l'issue de ça, on a réuni tous les écrits des élèves de toutes les classes. Et dans chaque classe, chaque élève a réalisé un petit bouquin. Voilà. Et a relié le petit bouquin. On a fait le travail de reliure, de papier relié et tout ça, pour que chacun se retrouve avec ses écrits et les écrits des autres. Et aussi, en fin d'année, il puisse y avoir passation de ce livre à un autre groupe de jeunes qui allaient faire de la musique inspirée par ces textes et les peintures de Sybille. Donc, ce travail s'est fait. Je vais peut-être vous lire. Oui, tu peux peut-être ajouter que les peintures de Sybille, c'est beaucoup sur les animaux. Alors, voilà, c'est vraiment sur le thème de l'animal, comment on peut dire, transformé. Je vais vous lire un texte deux textes qui parlent du même tableau. Papa et ma maman ont acheté un chien à la SPA. Comme il était sale, ils l'ont lavé à fond et l'ont attaché sur un fil à linge pour qu'il ne mouille pas partout dans la maison. Alors, il a très mal aux oreilles et on doit l'hospitaliser. Alors, je dois dire que ces jeunes, ils étaient tous issus d'établissements spécialisés et que l'hôpital, c'est un milieu qu'ils connaissaient bien. Et voilà le dessin que cet élève... comment c'est? Non. Un peu plus haut, oui. Voilà. Et je vous lis un texte d'un autre élève. Maman, sur le même tableau, maman est étourdie. Elle a attaché le chien par les oreilles sur son fil à linge. Elle l'a pris pour un habit. Alors le chien est devenu tout triste et il a bien mal à ses oreilles qui saignent. Stéphane. Et voilà. Voilà. Alors, il y en a qui ont dessiné et d'autres qui... Voilà. Bon, donc, c'est un recueil avec plein de textes. Voilà. Donc, eh bien, à la fin de l'année, au mois de juin, on a donné rendez-vous. Il y avait un représentant de chaque classe qui venait avec des petits bouquins, parce qu'ils en avaient fait un peu plus. Et puis, il y a le groupe de jeunes. Alors, c'était on avait fait... on avait invité la communication avait été faite auprès de familles de personnes déficientes auditives et d'institutions qui relayaient aussi l'information du séjour musical. Moyennant quoi, le groupe qui a participé à la création pendant l'été était constitué d'enfants déficients auditifs et deux élèves entendants. Ils sont allés donc passer une journée, eux aussi, avant de partir en séjour musical, chez Sybille, pour voir ses œuvres. Et il y avait un comédien qui était là et qui lisait les œuvres. Et les enfants étaient là tous à se chercher dans la pièce de quelle œuvre ça pouvait parler. Voilà. Et comme ça, ils découvraient le travail de Sybille. Alors, bien entendu, autant vous dire que la présence du comédien était importante, parce qu'on avait pas mal d'enfants, on avait plusieurs enfants qui n'étaient pas oralistes, mais qui étaient signeurs, et donc qui ne comprenaient pas forcément, qui n'entendaient pas ce qui était dit. Hein. Et donc, le comédien, je dirais, de par tout ce qu'il peut dire en communication non verbale, permettait de donner la saveur des textes qu'il avait choisi de lire. Alors après, les élèves sont partis dans un deuxième temps, donc
à la montagne, faire un séjour musical qui a duré 15 jours. Et pendant la première semaine, ils ont travaillé sans la présence des musiciens professionnels. Et c'est seulement la deuxième semaine que ces musiciens-là sont arrivés, les ont rejoints et ont travaillé avec eux, se sont mis à l'écoute. Donc, on va vous passer maintenant un extrait d'un film qui a été réalisé pendant ce séjour. Il y avait 2 jeunes réalisateurs qui ont voulu faire un film à partir de cela. D'ailleurs, ce film est passé sur Arte après. Et ils ont fait je dirais un témoignage de ce qui s'est passé. Donc, je vous passe juste des petits extraits qui montrent un petit peu, alors là, des passages qui nous permettent de comprendre le travail de construction de ces élèves. Voilà. Elle dit que toi, Ludo, dois réfléchir que dans la suite, après, c'est quoi ensemble? On doit trouver, on imagine qu'elle est dans le château, elle est prisonnière. Donc alors on doit réfléchir comment on va jouer, on va faire la suite pour l'idée, comment pour faire la musique. Il y avait une girafe avec des vêtements. C'est marrant parce qu'elle est habillée. On l'a habillée bien comme il faut parce que la girafe, déjà, elle est belle. C'est la plus belle de la jungle. Alors c'est la plus belle, bien habillée. Et nous, notre morceau de musique, ça pourrait être chacun, oh c'est pas grave, chacun puis chacun puis chacun, 2 qui jouent, 1 qui chante et qui danse. Après, on change. On monte chercher les instruments, on va choisir les instruments. D'accord. La girafe, ça me plaît, j'aime bien la girafe, que c'est grand. Et puis c'est drôle que la girafe, elle habite dans un château et elle avait dit une robe. C'est drôle, il y a plein d'animaux là. Voilà. Et tu appuies, pour l'instant tu appuies pas, tu fais que aller les cordes. D'accord. Que la corde. Tu sens? Vas-y encore. J'essaie d'écouter ce qu'elles produisent, de repérer des choses qui peuvent être intéressantes, et une fois que j'ai repéré quelque chose qui revient, d'essayer de l'installer, vraiment pour que ça perdure après dans le temps, quoi. Ah ouais, ben voilà. On garde ça? D'accord. Mon préféré, c'est quoi? Ça. L'arc. Parce que le violon, ça fait mal au bras. Et là, on entend des bruits. On n'entend plus ça. Préféré. Pourquoi? Parce que c'est bien, et puis que ça c'est doux, donc on peut faire n'importe quel rythme. Donc pour ça. Est-ce que vous choisissez que Claude lise au début? Ouais. Elle est belle? Non, en même temps. On pensait que lui, qu'on part, fini, après c'est à lui de faire la musique. Ah, différent. Donc Claude lit, et après, nous, on fait la musique. Il me semble qu'apprendre,
Ça n'a de sens que dans la mesure où on sent qu'on s'approprie quelque chose et qu'avec ce qu'on a pu s'approprier, on peut construire quelque chose. Et quand on a construit, ça prend de valeur dans la mesure où on peut le donner aux autres. Donc pour moi, la notion de spectacle elle est très importante parce qu'on peut présenter aux autres, poser quelque chose. Et puis c'est vrai qu'on peut avancer, à partir du moment où on a posé quelque chose, on peut passer à autre chose. Tant qu'on ne l'a pas posé, on peut toujours améliorer ce qu'on n'a pas posé. Une sculpture, il y a un moment, il faut l'arrêter. La musique, c'est pareil. Bizarre. Voilà. Bon, voilà. Donc, on voit là, vous voyez, on a travaillé sous la forme qui avait été choisie, c'est de travailler sous forme de tableau. C'est-à-dire, il y avait les tableaux de Sibylle, un certain nombre de tableaux qui ont été choisis par les enfants. Et donc, on passait de tableau en tableau, hein, avec, Yoann, tu peux peut-être en parler, avec la place des musiciens par rapport à ça. Non, on ne t'entend pas. Oui, c'était très différent des réalisations précédentes, parce que là, en fait, à la fois, c'était plus facile, entre guillemets. Quand on est paresseux, c'est très bien, parce qu'on arrive, on n'a rien à faire, il n'y a rien à faire à l'avance. Donc, on a découvert avec plaisir ce qu'avaient fait durant une semaine de travail tous ces groupes d'enfants. Et puis, le travail était de se mettre à l'écoute. Et puis, en fonction de l'organisation globale de ce qui était prévu pour en faire un spectacle, puisque c'était le but, de savoir trouver les thèmes, les ambiances qui pouvaient coller avec chacun des tableaux, qui pouvaient être le mieux à même de les illustrer et de servir la musique qui était déjà
dont le propos était déjà instruit par chacun des groupes. Et puis ensuite, une fois que ce patchwork de tableaux était greffé sur ce qu'avait fait chaque groupe, on avait aussi un petit rôle de liant pour établir une cohérence à travers le concert et le spectacle, pour mettre une mayonnaise qui permet de lier tout ça et puis d'en faire un spectacle le plus fluide possible. Voilà, c'était bon, le résultat final du spectacle était, je pense, un plaisir pour tous les intervenants et pour le public, ce qui veut dire que c'était une expérience réussie. Moi, je pense que dans le travail que les jeunes ont fait, il y a beaucoup de pépites, mais comme notre oreille n'est pas habituée à ce type de son ou à ce type de production, hein, et de construction qu'ils proposent, eh bien, il est important que la place pas des compositeurs, hein, des musiciens professionnels qui arrivent par-dessus, elle est importante. Moi, je donne toujours l'image de, par exemple, je suis chez moi, j'ai un tube de gouache, je fais tomber de la peinture par terre, et puis il y a une tache jaune. Et on va dire, bah, c'est une tache, vite, il faut l'effacer et tout ça. Alors que si on regarde bien cette tache, elle a une forme, elle a une volume. Et que si je demande, si je me dis, tiens, je vais donner un cadre à cette tache, et je vais lui dessiner autour quelque chose pour la mettre en valeur, eh bien là, on va la regarder et on va dire quel merveilleux tableau. Et que là, c'est là le rôle des musiciens professionnels. Ça ne veut pas dire que les élèves handicapés font des tâches, ou ils font des tâches, mais des belles tâches. C'est-à-dire que la tâche n'est pas quelque chose de désagréable forcément. Mais on ne la regarde pas parce que c'est un bruit, c'est comme on parle de bruit. La tâche, c'est un travail aussi. Hein. Le sens du mot tâche, c'est aussi un travail. Oui, la tâche, c'est du travail, oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, je trouve que c'est important d'aller écouter, de prendre le temps de placer son oreille différemment, hein, par rapport à ce qui est produit par ce qu'on appelle des élèves. Et on se dit, oh, c'est de la sous-musique, il y a les musiciens professionnels, les musiciens amateurs. Non, il y a des choses très simples qui peuvent être très belles dans la mesure où on les met en valeur, où on sait les porter, les présenter. Et là, c'est un peu le travail des musiciens professionnels dans le cadre de ce type de dispositif. Alors, moi, je dirais, pour souligner ce que tu veux dire, c'est que pour aller dans ton sens, c'est que notre rôle à nous, et ce qui n'aurait pas fallu, c'est que nous fassions tâche. Les musiciens dits professionnels, il ne faudrait pas qu'on fasse tâche. Si on fait quelque chose qui n'a rien à voir, qu'on n'a pas écouté, qu'on a montré, qu'on n'a rien compris, là, on aurait vraiment fait tâche. Donc, je pense que le mot tâche qui peut être péjoratif, tu peux l'employer dans ce sens-là, mais c'est nous qui aurions pu faire tâche, plutôt. Alors, je dirais que on a vu à quel point les jeunes avaient plein d'idées. Et je dirais, il y a vraiment eu un travail créatif fait de leur part. Et je pense que c'est lié à différents facteurs. D'une part, alors le plaisir qu'on a vu vraiment pour certains d'agir, d'explorer, de découvrir tous les nouveaux outils. Et puis aussi de vivre des vacances ressourçantes. C'est-à-dire qu'on était sur le thème des animaux dans la montagne, on est allé se balader dans la montagne et puis on a cherché tous les animaux qui vivaient dans la montagne. Donc, on a fait lien avec l'environnement et on était dans cet environnement, on vivait le thème aussi là où on était. Hein. Il y a eu plein de sources d'inspiration et donc de fait, on a été d'idée en idée. Hein. Il y avait les tableaux, il y avait les écrits, il y avait l'environnement, il y avait les autres qu'on rencontrait, ceux avec qui on parlait, les échanges et tout ça. Tout ça a été facteur et générateur d'idées. Et puis, il y a eu aussi une grande variété d'interventions, de types d'interventions dans les ateliers. Il y a eu un travail corporel, musical, théâtral. Donc, on avait des musiciens intervenants pour encadrer et aussi toujours ce comédien qui était là. Il y a eu des moments d'écoute, de partage, de production, de construction. Et puis, on se surpasse
pour arriver à construire, arriver au bout, donner des idées qui contribuent à la mise en forme d'une musique. Donc, il fallait choisir entre différentes propositions, renoncer à certaines choses, accepter, parce qu'il y a des choix, il y a des moments où on est obligé de choisir, on ne peut pas tout garder, et ça, ce n'est pas toujours facile. Et puis, la dernière chose, qui parfois est très difficile pour certains, c'est d'oser jouer devant les autres sa propre production. On a eu, dans ce stage, on a eu 2 élèves. Il se trouve qu'il y avait 2 places qui nous restaient par rapport au nombre de places qu'on avait disponibles pour ce stage de création. Et donc, on a été dans une institution demander à l'assistante sociale s'il n'y avait pas des enfants qui ne partaient pas en vacances. Et on s'est dit, on va leur offrir le stage. Ils vont venir. Donc, on a eu deux jeunes en situation sociale très, très difficile, complexe, qui ont participé au stage. Et l'un d'eux, ça a été très, très dur durant tout le stage. Il était fermé durant tout le stage. Il était là pourtant. Hein. Il est resté avec nous. Il n'est pas parti alors que c'est un jeune qui était complètement déscolarisé, qui n'arrivait pas à rester dans un lieu et tout ça. Il est quand même resté là durant tout le stage. Et il nous disait, je ne jouerai pas le spectacle. Je ne jouerai pas. Et ça, il l'a dit jusqu'à 10 minutes avant le spectacle. Et on lui a dit, tu sais, tu as toujours ta place dans le spectacle. Au dernier moment, tu pourras venir. Et au dernier moment, il est venu. Il a joué dans le spectacle. J'en suis émue, mais je peux vous dire que c'est des choses où on ne sait pas. Et on doit être constamment, je dirais, prêt à faire avec ce qui arrive, avec ce que chacun est. Il y a des chemins douloureux et ces enfants, il faut leur donner l'occasion de vivre des aventures comme ça. Et je peux vous dire que le premier qui a été à s'inscrire pour le stage suivant, c'est cet élève qui est revenu. Et il nous a réclamé d'autres stages. Bon, malheureusement, je dirais, notre mission n'est pas de faire des créations. Hein. On a travaillé, on a réfléchi là-dessus. Notre mission est de transmettre ça et de faire que tout le monde, tous les musiciens et petit à petit se saisissent de ces dispositifs justement pour pouvoir à leur tour agir. Mais je crois que c'est fondamental et que pour toute jeune, tout enfant, vivre au moins une fois dans sa vie cette expérience de création, elle est fondatrice à bien des égards. Il faut vraiment leur donner cette chance. Et il y a beaucoup de jeunes qui malheureusement sont encore exclus et n'ont pas cette chance. Et il y a encore beaucoup de représentations sur ils ne sont pas capables de faire de la musique. Si, ils en sont capables. La preuve, c'est qu'on a joué et qu'après les spectacles, on nous a demandé de rejouer ces spectacles. Ça n'a pas été facile parce que ces spectacles qu'on a fait en séjour musical, on avait des enfants de toute la France et on ne pouvait pas les réunir pour rejouer comme ça, voilà, avec un claquement de doigts. Mais bon, c'est important en tous les cas, que dans chaque territoire, on puisse proposer à nos jeunes, hein, tous les jeunes, tous, quelles que soient leurs conditions, d'avoir vécu ça. Alors, on va passer à la création suivante. Et donc, c'est l'année d'après. On a relancé le dispositif. Alors, c'était, je dirais, avec des points communs, partir, faire un séjour de création musicale. Ça s'adressait toujours à des jeunes déficients auditifs et quelques participants entendants. Et cette fois-ci, on est allé près des châteaux de la Loire, là, dans cette région-là, parce qu'on a été en résidence chez un luthier qui construisait des instruments en bambou. Et donc, il a été, quand on lui a parlé de notre projet de faire une création en partenariat avec lui, il a été tout de suite partant et
participé dans ce sens que tout le temps de notre séjour chez lui, il a construit, et les élèves, enfin les jeunes ont participé à cette construction, un décor sonore. Il a fait un grand bateau musical, un grand bateau sonore. Et alors, ce séjour, il a duré 1 semaine de plus, parce qu'on s'est rendu compte que 2 semaines, c'était court. Donc, cette fois-ci, on a pris un peu plus de temps. On a pris 3 semaines. Et on en avait bien besoin. Et je dirais que le propos du travail qu'on a fait, il s'agissait de mettre en musique un conte traditionnel japonais, peut-être que vous connaissez, c'est l'histoire du Rashimataro, qui a comme thème sous-jacent le voyage et la rencontre, et qui nous offre toute une réflexion sur le temps réel, temps éternel, temps biologique. Ça se passe, donc c'est l'histoire d'un pêcheur, et il y a toute une partie en dehors de l'eau et une partie au fond de la mer, avec toutes les saisons qui passent au fond de la mer. Et de fait, ça nous a donné l'occasion, au-delà du musical, dans les temps de détente et les temps éducatifs, hein, parce qu'on ne faisait pas, on faisait pas les 35 heures de musique, hein, on essayait d'avoir des temps de respiration et puis d'en profiter de ce cadre pour découvrir plein de choses. Et donc, du coup, on a orienté, je dirais, notre travail éducatif sur le temps, les lieux et le temps. Et alors, les jeunes ont été visiter les troglodytes, hein, qui rappellent les grottes préhistoriques, et puis des châteaux de la Loire, jusqu'à des constructions plus contemporaines, pour voir comment le temps, qu'est-ce que les hommes ont fait dans le temps, comment ils ont habité dans le temps. Et puis, la différence qu'il y avait dans ce dispositif cette fois-ci, c'est qu'il y avait, donc les musiciens professionnels rencontrent toujours entre musiciens amateurs et professionnels, les professionnels n'arrivant que la 2e semaine, les idées partaient toujours des musiciens amateurs, et il y avait des intervenants qui complétaient le travail d'atelier, des intervenants stagiaires plus nombreux. Il y en avait un peu déjà dans le premier spectacle Animuse, mais dans ce 2e spectacle qu'on appelait Rêve de peintre, il y avait plus d'intervenants stagiaires qui participaient aux travaux pour se former et travailler avec nous. Et puis, la présence d'artistes associés, donc il y avait le luthier chez qui on se trouvait, il y avait une réalisatrice qui a pris tout au long du séjour des traces du travail des jeunes. Et pendant le spectacle, il y avait ce grand bateau, il y avait une voile sur laquelle étaient projetées les traces du travail qu'avaient fait de construction des jeunes. Et puis, il y avait aussi la présence d'un ami peintre du pied qui est en situation de handicap moteur et qui, pendant tout le séjour, inspiré par le travail des jeunes, était à côté des ateliers et faisait chaque jour un tableau inspiré par ce qu'il entendait. Et quand il s'est agi de jouer, eh bien, il jouait il faisait le temps du spectacle, il réalisait une toile aux côtés des enfants. Voilà. Donc, on avait tous ces artistes associés. Voilà, je vais peut-être laisser la place au film pour que vous voyez un petit peu des témoignages et on reparlera un petit peu du travail donc pédagogique qui a été mené.
ternaire celui-là, hein, c'est ça hein. Oui, complètement ternaire. Alors que ternaira, il est binaire, c'est ça, le piège. Voilà. D'accord. Oh non, il remet son casque. J'ai pas vu sur écouter.
Voilà. Donc, on voit que pour construire la musique, le premier propos, c'est vraiment d'explorer, hein, dans tous les sens du terme. Et donc, à travers les images là qu'on a sélectionnées de ce film, on voit qu'on peut jouer avec des matériaux divers, hein, l'eau, le bambou, le souffle, donc qui ont été nos supports de travail pendant tout ce temps de création. Et donc, les chemins de l'exploration ont été variés. D'une part, on a travaillé avec tous nos sens, la vue, l'audition, le toucher. On joue aussi avec notre affect. Vous avez vu cet élève qui, le geste musical qui emporte la marque quand il joue avec le chandelier, hein, et la dynamique qui se retrouve dans son corps liée à tous ses ressentis, hein. On joue et puis on a joué aussi avec de multiples règles du jeu qu'on se donne, par exemple les débules, en sachant qu'on peut varier et trouver d'autres règles. Les enfants, les jeunes sont friands de ça. On joue au moment où la bulle éclate, on joue pendant toute la durée du trajet, on joue seulement sur la première bulle, sur la dernière bulle. J'ai une bulle, toi t'en as pas. Voilà. On joue aussi avec notre imaginaire. On se prend à rêver avec les images de la nature, hein, et le film qui nous donne à sentir autre chose avec les images, hein. On voit que en passant le film, vous avez vu, en projetant le film au fond de la mer, les jeunes aussi sont inspirés par toutes ces images, hein. Donc, ces propositions, elles sont malléables à l'infini et grâce au jeu, elles peuvent donner lieu à des transformations de tout ordre. On peut par exemple prendre un son et puis choisir de faire varier sa temporalité, son long, son court, ou bien son intensité, ou bien sa hauteur. Le son, c'est comme de la pâte à modeler qu'on va travailler. Et donc, c'est rassembler plein de matières autour d'un sujet. C'est se donner une palette d'échantillons ou de propositions de sonores que nous pouvons ensuite organiser jusqu'à construire une forme finale. Voilà. Je vais peut-être arrêter là parce que je vois le temps qui passe. Il y aurait tellement à dire. Je vous laisse rebondir si vous avez envie. Oui, il y a des commentaires, il y a aussi quelques questions. Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect de plasticité sonore. Le sonore, un peu comme un élément plastique, d'art plastique, de création, qui ne concerne pas que l'auditif, mais qui devient aussi une expérience tactile, une expérience kinesthésique et plurisensorielle, je dirais. Oui. Alors, il y avait une question tout à l'heure. Est-ce que l'association peut-elle intervenir dans les institutions? Alors, elle peut intervenir. Après, c'est toujours pareil, il faut trouver les moyens. Nous accompagnons des institutions, nous avons des projets de… Alors, ça dépend en tant que quoi. Nous sommes surtout sur la formation, hein, ou l'accompagnement pour que il y ait progressivement les institutions. Le propos pour nous, c'est d'aider maintenant les institutions, je pense… Alors, vous parliez des institutions des culturelles ou de santé? Alors, c'est Justine. Justine, vous pouvez débloquer votre micro et vous pouvez intervenir si vous voulez apporter plus de précision. Oui, bien sûr. Bonsoir. Déjà, merci pour cette présentation. Bonsoir. C'était plus centré sur le domaine médico-social, donc tout ce qui va être foyer de vie, IME, ça peut être voilà, des masses. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions possibles, ponctuelles, ou alors vous êtes vraiment sur le montage de projets sur une longue durée, ou des fois il y a des petits événements de manière plus ponctuelle? Voilà, c'était ma question. Alors,
Pour nous, il y a deux types de projets. Je dirais que le propos, c'est que petit à petit, il y a une politique qui fasse que les institutions puissent trouver des ressources à proximité. Donc, nous travaillons sur la mise en lien éventuellement d'institutions avec ce qui se trouve sur leur territoire, hein, et provisoirement, quelquefois, nous agissons auprès des institutions pour qu'elles puissent avoir, je dirais, de la musique en leur sein, en attendant que le relais soit pris par des structures de leur territoire. C'est pour ça qu'à Mèche, nous avons créé des ateliers tremplins. Hein. Mais le propos, c'est que Mèche ne se substitue surtout pas au tissu culturel qui existe et qu'au contraire, ce tissu culturel s'ouvre de plus en plus pour qu'il y ait travail conjoint entre les structures d'enseignement artistique, qu'elles soient privées ou publiques, et les structures médico-sociales. Donc, c'est vrai que souvent, il y a encore beaucoup de structures culturelles qui manquent de personnes formées. Et donc, on agit aussi sur le terrain de la formation, hein, dans les territoires, et quelquefois en faisant des formations au sein même des structures ou culturelles ou médico-sociales, pour que les deux se relient et travaillent ensemble. Hein. L'idée, c'est aussi de faire un travail de maillage et de mise en réseau des uns et des autres, qui quelquefois sont isolés. Mais je dirais que nous, on ne peut pas prendre la place des autres, au contraire, on peut accompagner chacun pour avancer dans sa dynamique et trouver progressivement des partenaires avec qui travailler. Et vos formations sont aussi ouvertes aux individuels, pas seulement aux institutions. Moi, je me rappelle, j'avais fait une formation avec Mèche il y a plus d'une dizaine d'années en arrière, justement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Magali. Et c'était vraiment quelque chose qui a énormément influencé après mon parcours d'enseignante, même si après, j'enseignais à des enfants dans des écoles classiques, traditionnelles. Et ça a complètement changé. Donc, tout ce que j'ai fait comme formation pour les personnes en situation de handicap, ça a énormément enrichi ma pédagogie, ma façon de revoir mon enseignement. Et je dirais, ce n'est pas que, pour moi, c'était une formation qui n'était pas que pour les enfants en situation de handicap. C'est une démarche qui est beaucoup plus globale. Ouais. Voilà, comment s'adresser à chacun avec ce qu'il est et faire avec lui. Oui. Mais c'est vrai que de travailler avec des personnes handicapées, ça nous pousse ça nous oblige à réfléchir sur changer de chemin quand un chemin n'est pas possible. Hein, si un enfant n'a pas un bras, on ne va pas lui dire « joue avec ce bras ». Donc, il va falloir trouver un autre chemin pour agir et pour travailler et pour faire de la musique avec ce qu'il est, un enfant ou un adulte. C'est comment chacun peut faire avec ce qu'il est, quel outil il peut trouver et qu'est-ce qu'il peut construire avec ce qu'il est. Et donc, vos formations sont aussi accessibles aux initiatives individuelles? Bien sûr, bien sûr. Super. Alors, quelqu'un qui a beaucoup de gratitude exprimée. Quelle belle initiative, la musique parle à notre esprit. Véro dit, je ne suis pas musicienne et je n'ai jamais travaillé avec des personnes handicapées. Je découvre donc un monde que je ne connaissais pas et c'est vraiment très intéressant. Bravo. C'est magnifique. Bravo pour la démarche magnifique d'inclusion. C'est vrai que derrière, il y a toute une démarche aussi d'inclusion. Il y a surtout ces projets en mixité. Oui, oui, le propos, il est de travailler avec tous. Alors, c'est vrai que nous, Mèche, musique et situation de handicap, je dirais, on s'est spécialisé là-dessus parce qu'il faut mener des travaux de recherche pour aller plus loin, pour voir comment on peut faire avec ce que chacun est. Et il y a beaucoup de travail. Et je pense que, je dirais, toutes ces personnes qui sont en situation de handicap,
eh bien, c'est elles qui font évoluer notre société. Vous voyez toutes les transformations qu'il y a, je dirais, au niveau général dans notre société. Le téléphone portable, la télé réglable à distance, le plan incliné pour aller à la poste, tout ça, on le doit à qui? Eh bien, à toutes ces personnes qui, chacune avec ce qu'elles sont, ont permis de faire avancer et de faire progresser la société. Et comment ça se passait la rencontre entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il y avait des moments qui étaient délicats? Est-ce que cette rencontre était facile ou... Très facile, il n'y a pas de problème. De toute façon, on n'était pas en train de regarder qui était quoi, avec quelles compétences. On travaillait chacun avec ce qu'on était. Je dirais on est... je dirais dans la vie, dans l'activité, on se dit pas, il y a... alors, c'est vrai qu'il y a je dirais des besoins particuliers pour certaines personnes, mais ça ne veut pas dire que ces besoins particuliers, qui sont indispensables pour certains, ne peuvent pas être partagés. Je pense simplement au fauteuil roulant. Eh bien, le fauteuil roulant, il a été... sous les fesses de tout le monde. Et voilà. C'est-à-dire que on apprend à partager. Il est indispensable pour quelqu'un. Ça ne veut pas dire que les autres, dans la mesure où il est libre, il y a des histoires de priorité, hein, parce que tout le monde ne peut pas disposer d'un fauteuil roulant. Voilà. C'est des besoins particuliers auxquels il faut répondre à certains moments, mais qui ne sont pas exclusifs du tout. Oui. Merci beaucoup pour le partage de vos expériences très enrichissantes. Je suis animatrice d'ateliers d'exploration créative et accompagnante d'élèves en situation de handicap, dit Reibar. J'ai eu le bonheur de vivre des expériences similaires à celles que vous nous avez partagées à propos du jeune garçon qui a finalement réussi à participer au spectacle. À chaque fois, c'est une grande émotion de voir ces enfants ou ces jeunes se surpasser et être fiers de ce qu'ils ont accompli. Je crois que c'est essentiel de leur faire vivre des projets comme ça. Oui. Tout le monde, qui qu'on soit, doit avoir vécu des expériences de création et de partage. C'est essentiel. On apprend énormément en étant ensemble, en étant dans la rencontre. Je dirais avec les créations, il y a sans cesse des allers-retours et des choix à réaliser. Et on doit accepter que notre choix n'est pas toujours réalisé. Et ce n'est pas parce qu'on est valide ou qu'on est en situation de handicap qu'on va... Le choix, ce n'est pas lié à ça. Le choix, c'est parce que... voilà, il y a des choses qui s'imposent liées à l'esthétique, liées au fil conducteur, liées, je ne sais pas, à la facilité ou à la difficulté, je ne sais pas, ça peut être n'importe quel... voilà. Mais choisir, c'est pour tout le monde. Je dirais, tout être humain a cette chose-là à faire dans sa vie. Et la création, c'est vraiment ça, c'est construire, choisir, explorer, poser, tous ces gestes qui sont fondamentaux dans notre vie à tout niveau. Et je pense que c'est aussi très pédagogique cette rencontre en mixité, aussi bien pour les enfants en situation de handicap, enfants ou adultes d'ailleurs. Je dis enfants parce que je pense toujours à cette expérience que j'ai vécue il y a plusieurs années en arrière de rencontres d'enfants handicapés et enfants valides qui ont créé le même spectacle musical. Mais c'est extrêmement pédagogique pour les enfants valides qui découvrent l'autre. Et je me rappelle, c'est resté un petit peu dans ma mémoire, ces moments où, ces premiers moments pour faire connaissance, certains enfants en situation de handicap mental, ils avaient tendance à faire connaissance avec les autres en les reniflant, par exemple. Et on a, pour les enfants qui ne sont pas préparés, ça pouvait être très, très surprenant
et les mettre en retrait. Mais pourquoi est-ce que je sens mauvais ou quelque chose? Et le fait de faire tout un travail auprès des deux groupes pour se rencontrer, pour rencontrer l'autre dans sa différence, comment il est, et d'accepter la différence de l'autre et de composer avec. Je pense que ça ouvre énormément de portes relationnelles, pédagogiques, de réflexion. Tout à fait. Et on vit des moments forts. Oui, et on apprend beaucoup. On apprend beaucoup de l'autre, de la différence de l'autre, justement. C'est exactement comme les partitions ouvertes, les partitions qui sont créées dans l'instant même. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tout ce que vous dites à propos des rencontres entre personnes valides et puis personnes en situation de handicap, c'était un petit peu la même chose dans la réalisation qu'on a faite entre les autres musiciens professionnels. Parce que c'est vrai que moi, j'étais déjà familiarisé, ayant fait Magali m'avait fait venir dans des institutions pour jouer de la musique, pour présenter des instruments, etc. C'est vrai que les autres musiciens professionnels, ils débarquaient dans un milieu qu'ils ne connaissaient absolument pas, passaient une première période d'approche très très courte, la notion de gêne disparaissait, que ce soit par le décalage des techniques musicales et aussi par le décalage quelquefois physique important. Hein, quand on jouait avec des enfants polyhandicapés, ça peut être au début, c'est quand même émotionnellement fort, mais très vite, dès qu'on pratique la musique, où je pense c'est peut-être pareil pour tous les arts, on oublie cette différence. Oui. Et puis on participe à la même création, donc on monopolise en soi les mêmes ressources et le même désir, et des différences s'effacent peut-être pas complètement, mais elles s'estompent considérablement. Donc on peut espérer que la musique, sur ce plan-là, pourrait faire la même chose pour tous les problèmes qui peuvent exister dans la société en termes d'exclusion, que ce soit racisme ou plein d'autres choses qui représentent le refus de l'autre. Et, oui. Et la musique qui est souvent un domaine très associé à un apprentissage technique, encore plus, je dirais, que les arts plastiques, la peinture, le dessin, qu'on prend plus spontanément entre nos mains. Et par exemple, la création de partitions à partir de partitions à base de dessins ou de couleurs, ça décomplexifie tout de suite et on rentre plus facilement dans le jeu de l'exploration sonore. Bah, c'est vrai que ce qu'on appelle le solfège, c'est un épouvantail. C'est aussi la façon dont on le présente. C'est vrai que c'est le monde tout l'apprentissage d'une technique, mais de lire le français, l'allemand, l'espagnol, l'arabe ou le chinois, c'est pareil, c'est un apprentissage qui est long. Par contre, le fait de parler, ça vient très très vite. Et pour la musique, c'est pareil. Pour ça, quand on est technicien de la musique dite classique, le solfège, on s'en fiche, on l'oublie complètement. Mais c'est vrai, pour des personnes qui veulent apprendre un instrument, ça apparaît comme une barrière, peut-être parce que l'enseignement est fait à l'envers. Et donc, c'est dans toutes ces créations qu'on a faites, basées beaucoup sur des masses sonores, on va pas dire un anti-solfège, mais autre chose, le dessin transposé par les sons, ça vient de façon très, très intuitive et très facilement. Et Magali, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la formation que vous avez bientôt, Alors, la formation de oui, mai? Oui, parce qu'effectivement, je crois qu'on a proposé un petit... je sais pas. Peut-être Magali, ou je crois que j'ai vu aussi qu'il y a Isabelle, Humbert, Mèche, peut-être Emeline est là. Comme vous voulez, ça peut être une de vous aussi qui est présente. Disons que... Oui, Alors, je suis là. Donc, effectivement, on propose une formation musique et autisme. Alors, j'ai pas préparé ma petite intervention, je vais vous donner les dates tout de suite. C'est les 24, 25, 26 janvier. Ça se passera dans un établissement médico-social qui accueille des personnes en situation d'autisme. Donc, c'est une formation sur 3 jours.
où on vous présente en fait, il y a un propos général sur le fonctionnement autistique. Donc là, c'est Christine Philippe qui est formatrice et qui va évoquer de manière assez précise toute la dimension de l'hypersensorialité chez la personne autiste, de la pensée fragmentée, enfin tout un tas de choses, des informations qui peuvent être importantes pour toute personne qui encadre ensuite une pratique musicale avec des personnes autistes. Et ensuite, c'est Catherine Bonny sur les 2 autres journées, qui est une musicienne qui intervient de manière très, très régulière avec des publics autistes et qui va mettre en situation les stagiaires pour découvrir différentes dimensions de l'adaptation pédagogique avec ces publics-là. Donc effectivement, dans le cadre de ce partenariat avec le festival, on vous propose des places avec une réduction de 20% sur le prix qu'on pratique habituellement. Et on vous propose également de ce même principe pour une autre formation qui s'appelle « Apprendre avec des jeux ». Alors là, peut-être, je vais laisser Magali présenter cette formation, puisque c'est elle qui l'a conçue avec une autre formatrice qui s'appelle Suzanne et qui encadrera ces journées de formation. Je te laisse, Magali, le présenter. Oui, alors, je dirais que quand on fait de la musique, vous avez vu qu'on parle toujours de jouer, jouer, jouer. Et en fait, on joue, mais on a des règles du jeu. Hein. C'est dans comme un jeu, hein, un jeu de société, un jeu de cartes, un jeu de… Voilà. Et là, le propos, c'est justement de prendre conscience du travail qu'on peut faire autour des jeux, de leur structure, et puis de comment on joue avec les limites du jeu, avec les variations, comment on peut inventer de nouvelles règles, et comment ça peut devenir un matériel support pour le pédagogue fondamental dans la mesure où il va pouvoir lui-même inventer des jeux petit à petit et construire sa propre pédagogie à partir de jeux. Voilà, c'est vraiment le jeu avec toutes ces questions de fond et de forme, et comment ce jeu permet de construire de la musique. Voilà. Et cette formation, elle a lieu les 20, 21 et 22 février. Et c'est organisé à Paris dans un CAMS, donc qui accueille des enfants en situation de handicap, et on propose effectivement des mises en situation là aussi avec les enfants. C'est le cas d'ailleurs aussi pour musique et autisme, hein, où on propose des mises en situation avec des groupes de jeunes en situation de handicap, de manière à ce que les participants puissent vraiment expérimenter des choses eux-mêmes in vivo dans le cadre de cette formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emeline, pour la présentation des formations. Et merci beaucoup, Magali et Yuen, pour votre conférence passionnante. Beaucoup de choses encore à découvrir. Beaucoup de nouvelles portes ouvertes. Merci à vous. Merci. Merci à tous les deux. Ouais, un grand merci. Merci. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, il y aura aussi beaucoup de gens qui vont découvrir votre conférence en replay. Vous pouvez les laisser en dessous de la vidéo de Magali et Yuen. N'hésitez pas. Un grand merci pour cette conférence passionnante. Dans les commentaires, vraiment, les gens étaient ravis de découvrir votre expérience et votre travail. Donc, Isabelle fait oui. Il y a une question. Merci pour les inscriptions à la formation. C'est possible sur le site? Si c'est possible sur le site. Oui, alors, enfin, sur le site, vous adressez-vous directement à Mèche. Normalement, je pense que sous l'intervention de Magali Yuen sur votre site, je pense que vous avez indiqué notre email. Donc, c'est formation@mèche.asso.fr, et vous nous dites bien que vous venez de la part du festival pour qu'on puisse appliquer la réduction convenue. J'ai mis aussi des liens. Vous avez directement un lien sur la page de… Il y a plusieurs liens, vous allez voir. Il y a le lien vers le site de l'association Mèche. Il y a aussi un lien vers la formation. Et on va rajouter aussi directement le mail. Oui. Eh bien, merci à vous d'avoir fait ce beau festival et d'apporter tant de matière, de permettre d'apporter tant de matière aux professionnels. Merci, merci à vous. Bonne soirée. Très bonne soirée. Merci.